Nous commençons ce retour collectif par une perte de palais en zone défensive. L'adversaire récupère la possession du palais et il est tout de suite pris en chasse par mon joueur de centre. Mon ailier gauche est placé bas dans la zone car son vis-à-vis est descendu au niveau des oreilles. Le premier problème dans notre zone défensive va venir du placement entre mon défenseur et de mon ailier droit. Leur placement devrait être inversé. Pour le moment, cela ne pose pas de problème, mais nous allons voir par la suite que cette erreur aura des conséquences. Le jeu se poursuit et on peut voir mon centre ainsi que mon ailier droit se compromettre en étant trop collés à la balustrade, ce qui va les mettre hors du jeu pour défendre la maison et permettre à l'adversaire d'attaquer l'espace libre. Heureusement, l'adversaire perd le contrôle du palais, mais il arrive dans la palette de son défenseur à la ligne bleue. Ce joueur devrait être marqué par mon ailier droit, mais s'étant compromis en étant trop collé à la balustrade au début de l'action, il est en retard pour intervenir sur celui-ci et se retrouve une nouvelle fois éliminé de l'effort défensif. Cela permettra à l'adversaire de faire tranquillement sa passe de hover pour décaler le jeu. Nous changeons donc de côté et ce joueur devrait être marqué par mon ailier droit qui, pour rappel, au début de la séquence, était placé beaucoup trop bas. Cela le fait arriver en retard sur son vis-à-vis, en plus d'être tombé en essayant de rattraper son erreur. Rajoutons à cela une erreur d'inattention de mon défenseur qui laisse un adversaire aller seul face à son gardien alors qu'il devrait être en train de le boxer out en dehors de la maison. Au départ du lancer, nous avons donc un adversaire face à notre gardien laissé libre par une erreur d'inattention, un deuxième joueur se dirigeant vers notre cage pour un potentiel rebond, complètement seul car mon centre ne peut pas intervenir ayant perdu sa crosse en faisant tomber mon ailier droit, une situation bête qui nous fait perdre 2 joueurs en défense. Le seul joueur restant pouvant intervenir sur l'adversaire est mon défenseur qui au début de la séquence était mal placé et s'est retrouvé de fait attiré par le palais bien trop haut en haut de la zone. Dans ce passage, il ne semble pas avoir réalisé la situation de jeu et ne semble pas concerné par le marquage d'un adversaire dans notre zone défensive. Ce qui fait que j'ai de nouveau un joueur éliminé de l'effort défensif. Beaucoup d'erreurs individuelles qui auraient pu coûter cher à l'équipe. Continuons dans notre zone défensive avec cette fois-ci un bon exemple de fermeture de l'accès à la maison. On peut voir mes 4 joueurs défensifs bien placés dans la zone afin de créer un carré pour protéger l'accès à la maison. Et mon +1 qui contient l'adversaire dans le coin de la patinoire avec une bonne utilisation de sa crosse pour le dissuader de repiquer vers la cage. L'adversaire se retrouve contraint de longer la balustrade et une fois qu'il est arrivé en haut de la zone, mon défenseur retourne à sa place dans la boîte tandis que mon ailier, lui, prend le relais pour continuer à contenir l'adversaire en dehors de la maison. Afin que la boîte reste hermétique, mon centre va prendre la place de l'ailier afin de garder le carré fermé. Mon ailier est bien positionné d-side par rapport à l'adversaire et utilise bien sa crosse afin de dissuader l'entrée dans la maison et de repousser l'adversaire dans les zones moins dangereuses. Le porteur, sans espace, se retrouve contraint de retourner en zone neutre. Dans ce passage, on peut voir mon porteur prendre de la vitesse avec le palais afin de se diriger vers la zone offensive. Le défenseur adverse contrôle le gap afin de bien jouer le 1 contre 1 avec mon attaquant. Au lieu de toujours choisir la confrontation avec l'adversaire, observons les options qui s'offrent à mon porteur. La première, assez simple vu que nous sommes dans une situation de 1 contre 1 marche avant contre marche arrière et que mon porteur a déjà commencé à prendre pas mal de vitesse et de simplement déborder dans le couloir libre le long de la balustrade. Pour les prochaines options, nous avons besoin que les supports soient actifs afin de donner des solutions au porteur. En effet, au lieu de rester éloigné du jeu, mon ailier devrait se rapprocher du porteur afin de créer un surnombre sur le défenseur adverse. Une autre option intéressante serait que le support exploite l'espace libre dans le dos du défenseur afin d'appeler un chip et de récupérer le palais avec de la vitesse derrière l'adversaire. Nous devons améliorer la communication et notre réaction en tant que support afin de ne pas aller au duel pour rien. Dans cette situation où nous perdons l'engagement en zone défensive mais où l'adversaire n'arrive pas à en récupérer la possession, on peut voir mes 3 attaquants se projeter rapidement vers le haut de la zone et l'avant le plus proche part en direction du palais libre. Après la récupération, l'adversaire oriente mon porteur vers la balustrade. Mais celui-ci va intelligemment utiliser l'espace libre derrière le défenseur en y mettant le palais afin qu'un de ses coéquipiers puisse le récupérer et qu'un second vienne se démarquer dans l'axe de la glace. Ce jeu malin nous permet de créer un surnombre en entrée de zone et voyant l'adversaire se diriger vers lui, mon attaquant va utiliser une nouvelle fois l'espace libre devant la cage pour y mettre un palais afin que son support puisse aller le récupérer. Malheureusement, le palais est un petit peu trop devant, mais les intentions de jeu sont très bonnes. Suite à cette belle entrée de zone, mes 2 avants continuent leur effort et travaillent dans le coin afin de récupérer la possession du palais.
Mon porteur, voyant son défenseur libre à la ligne bleue, va rapidement lui donner une passe afin de se libérer de la pression adverse. Mon second avant, qui était au support du porteur du palais, voyant le jeu remonter en haut de la zone, va se diriger vers la cage et très intelligemment en passant dans le dos de l'adversaire afin de se faire oublier. Mon défenseur choisit de lancer à la cage et on peut voir dans la trajectoire de son shoot un premier attaquant positionné pour dévier le palais et un second un peu plus haut qui repique à la cage afin de jouer un potentiel rebond. Encore de bonnes intentions de jeu, mais le travail ne s'arrête pas là car dès que l'adversaire récupère la possession du palais dans le coin de la patinoire, mes deux avants retournent au forecheck. Toujours sur le même shift, après le forecheck loupé, nous entamons une phase de repli défensif. L'adversaire est porteur du palais et se dirige vers notre zone neutre. On observe sur cette image plusieurs choses, dont la première est mon attaquant le plus proche du porteur en train d'amorcer son repli défensif. Mon défenseur droit côté palais commence à reculer afin de mieux contrôler le gap vis-à-vis du porteur adverse. Son binôme, mon défenseur gauche, quant à lui, est en mouvement et protège l'axe de la glace. L'ailier opposé, lui, a pour responsabilité de fermer l'axe de la glace et de dissuader l'adversaire d'y faire une passe. Malheureusement, on peut voir que son timing le positionne trop haut pour dissuader celle-ci et que surtout, il tourne le dos au jeu. L'adversaire va pouvoir effectuer facilement une longue passe diagonale en direction d'un de ses coéquipiers. À la réception de la passe, il est tout de suite pris en charge par mon défenseur gauche qui lui met la pression et l'oriente vers la balustrade. Dans cette situation, mon ailier étant le plus proche du support adverse, il doit le prendre en charge afin qu'il ne reçoive pas de passe. Mon joueur de centre, quant à lui, toujours en train de backchecker, va prendre en charge le troisième homme adverse. Le jeu se poursuit et on peut voir que les erreurs individuelles aussi. Mon défenseur gauche essaye mais n'arrive pas à empêcher l'adversaire d'effectuer une passe. Mais surtout mon ailier, une nouvelle fois, ne protège pas l'axe et ne fait pas l'effort pour rester au contact de son vis-à-vis qui peut recevoir la passe et s'échapper tout seul face au gardien. Un bon exemple de petits détails qui peuvent avoir de grosses conséquences. Lors de ce positionnement stratégique à la ligne bleue offensive de l'adversaire, nous voulons que le joueur de centre gagne l'engagement vers son défenseur afin que celui-ci effectue une passe rapide au défenseur gauche, excentré et seul sur le côté. Le défenseur doit ensuite rentrer en zone offensive, appuyé par l'ailier gauche qui vient en support proche et par l'ailier droit qui va rester plus haut dans la zone afin de jouer le rôle du troisième homme et offrir une option en retrait. Pour ne pas laisser un joueur seul à l'arrière, mon centre a pour responsabilité de venir prendre la place du défenseur entré en zone. Mais avant d'effectuer tout cela, mes trois attaquants ont pour rôle crucial de retarder leur vis-à-vis quelques secondes afin de laisser le temps au défenseur de faire sa passe pour lancer le jeu. Malheureusement, à peine le palais touché, deux adversaires sont déjà sur lui car aucun des attaquants n'a tenu son joueur. Cela permet à l'adversaire de contrer notre jeu, récupérer la possession du palais et s'échapper seul face à notre gardien qui, impatient, offre une cage vide à l'adversaire. Nouveau face-off et nouvel exemple de passivité de mes trois avants qui ont l'objectif de ralentir l'adversaire une fois l'engagement gagné. Cela, je le rappelle, afin que mes défenseurs aient le temps de voir et faire le jeu. On peut voir que mes trois attaquants laissent passer les joueurs adverses, ce qui laisse mon défenseur droit, dès la réception du palais, sous pression de deux adversaires. Son binôme en défense, pour offrir une meilleure option, devrait être légèrement reculé afin d'offrir une solution de passe en retrait et nous permettre d'écarter le palais de la pression adverse. Nous devons améliorer nos réactions lors des engagements. Nous poursuivons les problèmes au face-off, avec cette fois-ci un engagement en zone défensive. Si l'engagement est perdu, le rôle de mon centre est de rester avec son vis-à-vis, le centre adverse. Mon défenseur droit doit marquer l'attaquant positionné aux oreilles à côté de lui. Les premiers problèmes viennent de mon attroupement de joueurs devant la cage. Mon ailier droit devrait être positionné en premier sur les hash-marks, afin de pouvoir monter rapidement sur le défenseur adverse et d'être dans la ligne de shoot. Mon défenseur gauche, placé entre mes deux ailiers, a pour responsabilité de neutraliser l'adversaire dans la maison. Et pour finir, mon ailier gauche devrait être placé en dernier dans la ligne afin d'avoir le champ libre pour monter et mettre la pression à son défenseur à la bleue. À la perte de l'engagement, mon centre remplit sa part du contrat en restant avec son vis-à-vis. Mon défenseur droit, lui, ne réagit pas et laisse partir le sien, pendant que mon ailier droit, mal placé au départ, arrive en retard pour empêcher son défenseur de prendre un lancer. On rajoute à tout cela mon défenseur qui finit par terre et qui laisse un adversaire complètement seul devant notre gardien. Adversaire qui aurait pu être pris en charge par mon ailier gauche, mais celui-ci étant focalisé par le palais, il ne prendra jamais le relais. Le résultat de tout cela est que lorsque l'adversaire déclenche son lancer, on peut voir deux adversaires dans l'axe du tir pour gêner la vision du gardien. Heureusement pour nous, ce dernier est alerte dans sa cage, ce qui lui permet de faire un arrêt.
Dans cette phase de jeu en zone défensive, le porteur adverse sort de derrière notre cage et il est tout de suite pris en charge par mon joueur de centre. Celui-ci est bien placé D-side et utilise correctement sa crosse afin de couper la ligne de passe. L'adversaire se retrouve obligé de rester derrière notre cage et mes joueurs vont se placer en fonction avec mon centre qui ferme le premier poteau et mon défenseur gauche le deuxième. Le défenseur droit, lui, est dans la boîte et neutralise l'adversaire dans la maison. Le jeu est en bas, la boîte est basse et mon ailier est au niveau des oreilles pour marquer son vis-à-vis qui est descendu, donner une option. Il manque un joueur afin que notre box soit complètement efficace. Qui est-ce et surtout, où devrait-il être placé? Mon ailier gauche est placé beaucoup trop dans la zone défensive. Il devrait être comme son coéquipier à droite, placé au niveau des oreilles afin de garder la boîte fermée et que sa ligne reste compacte pour protéger la maison. Malgré son absence, le travail de ses coéquipiers nous permet de contenir les adversaires. Le porteur se retrouve donc dans le coin de la patinoire, avec toujours sur son dos mon centre. En voulant bien faire, mon ailier s'est compromis en venant coller l'adversaire contre la balustrade, alors qu'il devrait être positionné afin de fermer la boîte. Ce placement lui permettra de bien protéger la maison, et le cas échéant, si son vis-à-vis reçoit une passe, d'intervenir pour essayer d'intercepter celle-ci, ou de se placer dans la ligne de shoot afin de le bloquer. L'objectif de la boxe, en plus d'empêcher l'adversaire de rentrer dans la maison, est de les contenir dans un espace restreint, afin qu'ils aient du mal à créer du jeu. C'est pour cela que l'ailier doit faire attention à son placement afin de bien fermer la boîte. Il n'est pas le seul à avoir commis une erreur de positionnement, car mon défenseur droit devrait être lui aussi en train de fermer la boîte au lieu de rester au marquage de l'adversaire dans la maison. En plus d'aider son joueur de centre à maintenir les adversaires dans un espace restreint, il pourra, en cas de passe au support adverse, intervenir plus rapidement sur celui-ci. L'adversaire seul dans la maison doit être pris en charge par mon défenseur gauche. Ces mauvais choix de placement laissent aux adversaires beaucoup d'espace afin de créer du danger dans notre zone défensive. Le jeu restant dans le coin, mon défenseur va vouloir sortir de la boîte alors que l'adversaire a toujours le plein contrôle du palais. Heureusement, il va rapidement changer d'avis afin de venir sécuriser la maison. Une bonne réaction de sa part. La phase défensive continue et mon centre ne s'est toujours pas fait éliminer et est toujours au travail pour contenir le porteur adverse. Mon défenseur droit, lui, est au marquage d'un adversaire dans la maison et mon ailier droit coupe la ligne de passe sur son vis-à-vis. Enfin, mon ailier gauche apparaît dans l'effort défensif et on le voit surveiller son défenseur à la ligne bleue. Maintenant, le souci vient du défenseur gauche qui reste planté là à ne prendre en charge aucun adversaire. Ce qui laisse mon défenseur droit seul pour neutraliser deux joueurs. Le palais se trouvant à droite de la cage, c'est mon défenseur gauche qui devrait être dans la maison afin de neutraliser l'adversaire proche du gardien. Et mon défenseur droit devrait être positionné sur la boîte afin de neutraliser le numéro 18 qui se démarque. L'adversaire contrôle toujours le jeu en gardant la possession du palais et change de côté dans notre zone. Cela devrait être le signal pour mon défenseur gauche de sortir de la boîte afin de venir presser le porteur du palais. Malheureusement, aucune réaction de sa part et il reste complètement seul dans la zone, ce qui laisse beaucoup d'espace à l'adversaire et lui permet d'attaquer facilement la cage. Mon défenseur se fait donc facilement éliminer, ce qui va donner une grosse occasion de marquer à l'adversaire. Cette longue séquence est une preuve que les 5 joueurs sur la glace doivent être disciplinés et appliqués dans leur positionnement en zone défensive pour que cela fonctionne. Durant cette contre-attaque, la première erreur vient de mon défenseur qui veut jouer le palais libre, alors que deux adversaires sont bien plus proches que lui de celui-ci. Ce manque d'analyse l'élimine instantanément. Mon second défenseur prend tout de suite le relais afin de ralentir le porteur dans sa contre-attaque et l'orienter vers la balustrade. Mon défenseur initialement éliminé et mon ailier, tous deux en repli défensif, doivent prendre l'information et communiquer afin de savoir lequel des deux prend en charge le support adverse, pendant que l'autre marque le troisième homme. Mon centre et les autres joueurs doivent quant à eux se diriger vers le centre de la glace afin de protéger celle-ci. Mon premier défenseur reste donc au contact du porteur du palais pour l'orienter vers la balustrade, mais malheureusement, mon deuxième def a choisi de faire son repli en suivant lui aussi le porteur, alors que deux adversaires se dirigent vers l'axe de la glace, laissant malheureusement la responsabilité à son coéquipier tout seul de neutraliser les deux joueurs. Mon centre, lui non plus, ne prend pas la bonne trajectoire. Il regarde et suit le porteur du palais, alors qu'il devrait lui aussi se diriger dans l'axe pour tenter de neutraliser un des deux adversaires. Le jeu se poursuit et nous nous retrouvons en bas de notre zone défensive avec le porteur adverse et mes 5 joueurs de champ dans la zone. La première problématique vient avec mes 2 défenseurs qui sont au marquage du même joueur. Ensuite, mon joueur de centre qui nous montre par son langage corporel qu'il n'est absolument pas prêt à faire un effort dans le travail défensif. Et enfin, mes 2 ailiers présents dans la maison qui n'ont absolument pas vu les adversaires dans celle-ci, car comme leurs 3 coéquipiers, ils sont tous focalisés sur le palais. Suite à la passe, on peut voir que mes 2 ailiers ont laissé complètement seuls les 2 adversaires devant la cage et que mes 3 joueurs proches du porteur n'ont même pas réussi à le mettre en difficulté. Avec une telle passivité jumelée à un cruel manque de prise d'information, une seule passe a suffi à l'adversaire pour éliminer tous mes joueurs dans la zone. Heureusement pour nous, le tir est manqué.
Encore une situation de repli défensif où on commence par voir mon joueur de centre préférer slasher l'adversaire que de patiner et l'orienter. Ainsi qu'un de mes ailiers choisir d'accrocher les patins de l'adversaire au lieu de bouger ses propres pieds. Une attitude qui, en plus de faire courir le risque à leur équipe de prendre une pénalité, les élimine de l'effort défensif. Mon troisième attaquant, lui, est bien placé pour empêcher l'adversaire de prendre l'axe de la glace et l'obliger à se diriger vers la balustrade. Un nouveau problème survient lorsque mon défenseur droit, au lieu de prendre en charge son vis-à-vis direct en contrôlant le gap et en restant D-side, ne prête attention qu'au porteur du palais, ce qui va permettre à son vis-à-vis de passer dans son dos. Son binôme à gauche, lui, protège bien l'axe de la glace tout en restant proche de l'adversaire. Le porteur va reprendre facilement l'axe de la glace et je me retrouve avec 3 joueurs éliminés sur ce repli défensif. Car mon attaquant, de base bien placé pour orienter le porteur, va, comme on peut le voir sur cette image, avancer droit devant lui sans prêter attention au jeu, ce qui permettra à l'adversaire d'attaquer l'espace libre et de venir créer sur mon défenseur un surnombre avec son coéquipier. En entrée de zone, mon défenseur sans vitesse en marche arrière se fait facilement éliminer et je me retrouve avec 4 joueurs sur 5 de battus. Mon dernier survivant se décide enfin à agir sur le porteur du palais, mais trop tard, ce qui ne l'empêchera pas de prendre un lancer et de marquer. Il faut croire que les replis défensifs ne nous ont pas réussi lors de ce match. Une nouvelle récurrence, cette fois-ci c'est mon défenseur qui, au lieu de bouger ses pieds, préfère accrocher ceux du porteur. Il devient instantanément inutile lors de ce repli. Dans la zone, il y a 3 de mes joueurs pour 3 adversaires. C'est à ce moment-là que la prise d'information et la communication est importante. Mon défenseur le plus proche doit prendre en charge le porteur du palais. Le second doit rester au marquage du joueur qui plonge à la cage et mon troisième joueur doit se rapprocher et prendre en charge le troisième homme adverse. Avec du temps et de l'espace, le porteur adverse va faire une passe entre mes deux défenseurs qui ont abandonné leur marquage. Mon attaquant, quant à lui, va continuer sa ligne droite pour aller je ne sais où, au lieu de prendre en charge le troisième homme adverse. Mon défenseur ayant abandonné son marquage sur le joueur plongeant à la cage, celui-ci arrive habilement à dévier le palais sur notre gardien, créant ainsi un rebond et donc du danger sur notre cage. Pour finir sur ce repli, on voit que notre placement à la fin de celui-ci n'est vraiment pas bon, car nous sommes en ligne sur le côté de la cage, ce qui ne nous permet pas de protéger celle-ci, ni de neutraliser les adversaires qui, eux, vont jouer le rebond. On enchaîne avec un engagement où on peut voir, avant même la mise au jeu, des soucis de positionnement entre mes joueurs. Tout d'abord, mon ailier gauche devrait intervertir sa place avec mon défenseur, afin que dès l'engagement, il soit D-side par rapport au défenseur adverse qui est son vis-à-vis. Cela lui permettra aussi, en cas de perte de l'engagement, d'avoir une trajectoire directe pour monter et mettre la pression à celui-ci. Du coup, mon défenseur doit prendre la place de l'ailier afin de protéger la maison et prendre en charge directement l'adversaire une fois l'engagement perdu. Pour finir, c'est un détail, mais j'aimerais que mes joueurs se resserrent un petit peu afin de réduire la distance des trajectoires qu'ils doivent parcourir. On rentre dans le cercle d'engagement et on rappelle le rôle de mon joueur de centre une fois l'engagement perdu, qui est de rester au contact du centre adverse. Et enfin, mon dernier défenseur, qui lui aussi, une fois l'engagement perdu, doit venir au contact de son adversaire proche. L'engagement est donc perdu et on peut déjà observer sur cette image que tous mes joueurs ne sont focalisés que sur le palais. On revient sur l'erreur de placement devant la cage de mon ailier qui, par conséquence, se retrouve bloqué par un adversaire, ce qui l'empêche de monter mettre la pression à son vis-à-vis. On poursuit avec le centre qui suit des yeux le palais et a lâché son marquage sur le centre adverse, tout comme mon défenseur gauche qui regarde le palais et n'est pas monté neutraliser son adversaire. Donc nous avons mon ailier qui arrive en retard pour empêcher le shoot de son vis-à-vis, mon centre qui, en plus de ne pas marquer le centre adverse, ne tente pas de bloquer le tir, et mon défenseur qui n'est pas surpris de ne prendre en charge personne dans la zone def, ce qui le rend inutile à l'effort défensif. Toutes ces erreurs permettent à l'adversaire de shooter et laissent mon défenseur droit seul face à 2 joueurs, ce qui le met dans une position difficile pour défendre. Heureusement pour nous, le gardien fait l'arrêt et le rebond est quand même bien protégé. Nous passons maintenant à une situation où mon défenseur porteur du palais va passer derrière sa cage pour amorcer une sortie de zone. Tout de suite, mon ailier gauche réagit et va venir se démarquer aux oreilles, pendant que mon deuxième défenseur, lui, va venir devant notre cage pour la protéger. Mon ailier est donc placé aux oreilles, démarqué et prêt à recevoir la passe. Mon porteur effectue son wheel et va pouvoir faire une relance rapide dans la palette de son coéquipier, pendant que mon deuxième défenseur est bien placé devant notre cage afin de la protéger au cas où nous perdons la possession du palais. Mon centre arrive dans la zone afin de venir se démarquer dans l'espace libre et offrir une solution de passe. La relance est faite dans la poche et mon ailier se met tout de suite en mouvement afin de faire une bonne passe à son joueur de centre. Ces bons placements et ces passes rapides nous auront permis de sortir correctement de la zone.
Nous finissons ces séquences avec une nouvelle sortie de zone. Mon porteur du palais en mouvement se dirige derrière sa cage. Un adversaire se trouvant devant celle-ci, mon second défenseur va venir se placer afin de la protéger. L'ailier gauche, pour faire la sortie de zone, vient se placer au niveau des oreilles et l'ailier droit se dirige lui aussi vers sa balustrade. Le porteur sous pression va rapidement relancer dans l'espace devant l'ailier, ce qui va lui permettre de garder sa vitesse avant de récupérer le palais. Proche de lui, il y a déjà le centre au support pour la sortie de zone. L'ailier récupère le palais et reste en mouvement pour la donner à son coéquipier proche de lui. Cela permet au porteur d'attaquer la zone neutre avec de la vitesse. Et on peut voir en bas de l'image l'effort de l'ailier gauche pour venir appuyer le porteur en entrée de zone. Grâce à la vitesse prise, l'attaquant attire sur lui l'attention des deux adversaires, ce qui laisse son coéquipier complètement seul dans l'axe, ce qui va lui permettre de décaler le palais. Malheureusement pour nous, la passe n'aboutit pas.